Quand on se prépare pour une sortie en ville, on peut pas se voir dans le miroir, bien sûr, puisqu'on est des vampires. Alors du coup, on utilise des subterfuges. Vas-y, fais voir. Ah, j'adore. C'est un peu pénible cette histoire de reflet. Même si c'est toujours une bonne occasion pour se faire des petites blagues. Eh les mecs, regardez, il y a une tasse fantôme dans le miroir, elle flotte toute seule. Du coup, le regard des autres est hyper important pour peaufiner nos looks et atteindre la perfection, quoi. Oui, c'est vrai, certains de nos habits viennent de nos victimes. On peut très bien sucer quelqu'un et se dire « Ouh, j'adore son pantalon ». Mais il est cool ce treillis. Non, c'est horrible, tu mets pas ça. Pour être un bon vampire, il faut déjà être naturellement sexy. Physiquement, on a l'obligation d'être au top pour attirer nos proies. Alors on se fait des petites simulations pour voir si on s'excite nous-mêmes. Alors ? Non, ça va pas, je suis absolument pas excitant. Mais non, dis pas ça. Vas-y, fais-moi faire Michael Jackson pour voir. Ouais, pas mal. En fait, les gens ont une image extrêmement glamour du vampire. Ça fait complètement partie de notre ADN. C'est comme ça, on n'y peut rien. Alors on peut pas se permettre de décevoir nos victimes. Au bout du compte, c'est une forme de respect envers les gens qu'on va dévorer. Voilà, on est prêt pour aller en ville et faire la teuf. Ouais. Vampire in the place. Then put your little hand in mine. There ain't no hill or mountain we can't climb. Babe, I got you, babe. I got you. Et bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Canus en 2.2, la plus rebelle des radios. Oula, ça fait 5 fois que ça fait ça, faut que j'apprenne à couper le son quand je lance, donc je reprends comme toujours. Vous êtes sur Radio Canus en 2.2, la plus rebelle des radios, pour le 78e congrès de futurologie, émission de science-fiction, mais pas que, présentée par l'équipe de programmation du festival Les Intergalactiques. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une coprogrammatrice du festival, mais pas que, parce qu'elle est aussi programmatrice d'autres festivals, mais pas que. Elle est beaucoup de choses. Je suis avec Natacha Caro. Salut Natacha. Hello. Comment ça va ? Ça va et toi ? Ouais, on est bien en ce mois de janvier 2023 ? Ouais, tranquille. Ça va. Je suis content de t'avoir ici. La dernière fois que tu étais venue, c'était en octobre, genre 2020. Ouais, un truc comme ça. Ouais, c'était ça quand on lançait juste la radio. On avait fait une émission sur... C'était pas Peter Watkins ou Punishment Park ? Enfin, je sais plus. C'était Punishment Park, ouais. Je crois, ouais. Tu étais venue notamment en qualité de programmatrice du festival On vous ment, oui. Festival documentaire qui se déroulait autrefois à une encablure des Intergalactiques, mais qui s'est un petit peu éloigné à la rentrée après de vives discussions. Mais c'est avec Nicolas, que vous connaissez très bien, qui est aussi programmateur des Inter, donc ça reste dans la famille. Et ben écoute Natacha, la semaine dernière, je t'ai écrit en mode tiens, qu'est-ce que je fais cette semaine, comme je fais assez régulièrement pour programmer. Et on a décidé de parler de deux choses, l'un allant avec l'autre. Le premier, donc il s'agit du festival, du film What We Do in the Shadow, Vampire en toute intimité pour le titre français, et aussi élargir un peu au genre documentaire en général, tout simplement. Que dire Eh ben, que représente ce film pour toi, Natacha ? Alors, qu'est-ce qu'il représente pour moi ? Je crois que c'est le film que j'ai le plus vu en VF. C'est un film que j'adore. Déjà, j'adore les faux docus et je pense que c'est l'un des meilleurs faux docus jamais sortis au monde. Wow. Il est super drôle et il a une certaine magie dans le sens où le film, pour moi, c'est deux films en un en fait. On peut à la fois le découvrir en VO qu'en VF. On va pouvoir discuter de cette partie VO-VF, effectivement, qui peut être un vif débat parmi les cinéphiles, effectivement. Oui, mais ça, ce film, c'est l'exception. Il date de quand, ce film ? 2014. 2014. Ouais. Donc c'est un film néo-zélandais, c'est ça ? C'est ça, ouais, réalisé par Jemaine Clement et Taika Waititi. Mm-hmm. Il a fait Jojo Rabbit, c'est son dernier film, je crois, qu'il a réalisé, Jojo Rabbit. Non, il a fait Thor 2, là, c'était qui est sorti l'année dernière. Ah oui, mais je suis pas les Marvel. Bon, on va parler des bons films. Et en fait, Vampire en toute intimité, donc c'est une co-réalisation avec son copain Jemaine Clement, ils se sont connus à l'université, ils ont fait pas mal de trucs ensemble. Ça vient à la base d'un court-métrage. Voilà, donc Vampire en toute intimité, à la base, c'est un court-métrage. Je sais plus la date du court-métrage, mais après,
Ils l'ont adapté en long métrage, qui n'est pas sorti en France, il me semble. Il est sorti dans 3-4 pays. Voilà. Et qu'est-ce que raconte ce film ? Alors, c'est très très simple. C'est une équipe de tournage qui vient faire un documentaire sur le quotidien des vampires au XXIe siècle. Il y a une colloque de vampires qui s'est installée à Wellington ou à Limoges en VF. Qui s'est installée à Limoges ou à Wellington. Et en fait, on suit leur quotidien. Ça va des problématiques aussi bêtes que qui doit faire la vaisselle ou comment manger, comment sucer les gens, boire le sang des gens au quotidien. Voilà, c'est hilarant. Oui, le genre documentaire s'y prête extrêmement bien, puisqu'on est à la fois sur le titre français n'est pas si mauvais, Vampires en toute intimité, puisqu'on est effectivement sur cette intimité de la colocation qui se met en place. Oui. C'est des vampires en plus qui sont de différentes générations. On a notamment le vieux vampire Trénosferatu. Oui. On a celui qui est plus Vlad Tepes, qui est plus Dracula, etc. D'autres plus récents, un peu plus Grand Daddy à la Anne Rice. C'est ça. On a c'est plusieurs générations en plus de vampires et qu'on va dire de manière d'être qui se croisent dans un ton extrêmement comique. Il y a Bernard. Alors, je donne les prénoms en français. Okay. Bernard, je me souviens plus son nom en anglais. Bernard qui a 8000 ans, du coup c'est le plus vieux. Et c'est lui en fait qui convertit tout le monde. Qui, à chaque fois qu'il meurt, il dit tu seras un vampire. Et je trouve ça très très drôle en fait que ce soit que lui qui fasse pas que manger les gens. Lui, il convertit aussi les vampires. Et il y a le dernier arrivé comment il s'appelle Taika Waititi qui joue du coup je me confonds les noms, Emmerich en français, Viago en anglais du coup, qui joue le petit dandy, Vladislav du coup en français je me souviens plus comment il s'appelle, c'est pas grave, c'est Jamène Clément qui joue. Et lui c'est un vampire qui vient du Moyen-Âge je crois, et l'autre c'est Deacon. Et pareil, je me souviens plus en français. Je confonds tout. Ah si, il y en a un qui s'appelle Miguel et l'autre qui s'appelle Nick, je crois. Bon bref. Et lui, Deacon, je me souviens plus. Enfin, c'est un mec, il était en mode sac à dos et puis hop, un jour il arrive en Transylvanie et puis il se fait mordre, comme ça. Et oui, le dernier arrivé, c'est JC. Lui, c'est un vampire de 2 mois, donc c'est le tout nouveau de la coloc. Et il est un peu mal reçu par les autres vampires qui ont des très grandes habitudes, qui ont des très vieilles habitudes. Par exemple, ils connaissent pas Internet, ils connaissent pas tout plein de choses comme ça. Et du coup, JC vient leur apporter la technologie. Avec son ami d'ailleurs. Avec son ami Stu en anglais. Oui, c'est Stu en anglais. Et je crois qu'il s'appelle Gilles en français. Gilles, ok. Je sais plus. C'est des noms débiles à chaque fois. Bon, parlons un peu de cette VOVF alors. Moi, je l'ai découvert en VO. J'ai regardé des bouts de VF, mais j'ai pas accroché, donc j'ai toujours regardé en VO. Quelle préférence as-tu, Natacha ? Ma préférence, c'est la VF. Alors, elle est faite par qui et qu'est-ce que tu y trouves ? Elle est faite par Nicolas et Bruno. Donc Nicolas et Bruno, c'est un duo on peut dire comiques, d'auteurs comiques qui sont connus pour faire des détournements, messages à caractère informatif par exemple. Donc ils sont spécialisés dans dans la voix off, dans la voix parodique. Je sais pas trop comment expliquer. Les caractères à message informatif, pour replacer pour ceux qui ne connaissent pas, c'était des petites capsules qui passaient sur Canal+, qui reprenaient des vieilles vidéos d'entreprise et les doublaient pour en rendre un truc complètement comique et très très drôle, qu'on peut retrouver très facilement sur YouTube. Elles sont toutes disponibles, je crois. Et effectivement, il y avait cette petite patte de ces deux-là. Ils ont aussi fait derrière À la recherche de l'ultrasex, qui était un peu leur dernière grosse réalisation dans le genre, hors ce doublage. Si je dis pas de bêtises, je connais pas trop leur carrière non plus. Ils ont en détournement, ils ont fait ça aussi. C'est un long métrage. Enfin, un long métrage, il doit durer 1h ou 1h10, quelque chose comme ça. C'était une commande de Canal+, pour les 30 ans de Canal+, en fait. Ouais. Et du coup, c'est un montage de films porno des années 70-80. C'est super pété. Et du coup, ils font les voix et ça n'a aucun sens.
Chose qu'on a pu diffuser à droite à gauche dans le festival lors des soirées grands détournements qui ont été organisées. Il y avait quoi au Périscope, puis j'ai oublié où on l'a fait, c'est un peu ou à la boulangerie du Prado. Et c'est des soirées effectivement qui vont avec le film Le Grand Détournement ou la classe américaine ou Derrick contre Superman. Donc c'est tout simplement c'est ce côté comique de faire des voix sur des acteurs célèbres ou des films célèbres, etc. pour les détourner et rendre forcément un effet tout à fait généralement très réussi. Et qu'est-ce que tu aimes dans cette traduction, enfin dans cette adaptation ? Adaptation, oui. J'arrive pas à trouver le mot adaptation. C'est très très bien. En fait, du coup, comme je viens de le dire, c'est pas que eux qui prêtent leur voix. C'est une réelle adaptation. Ça reste fidèle, donc on n'est pas dans un détournement parce qu'on reste fidèle, mais ils y apportent leurs pattes. Donc des voix qui peuvent paraître un peu mal jouées. Un peu fausse, que je trouve moi complètement hilarante, comment dire, un vocabulaire un peu bien à eux. Déjà tous les prénoms Bernard, Jean-Charles ou Gilles ou des choses comme ça, il y a un côté complètement absurde. Le fait que l'intrigue se passe à Limoges. Oui, c'est ça. On passe de Wellington, Nouvelle-Zélande, à dit finalement ça se passe à Limoges. C'est ça. Il y a un peu un truc qui n'a ni queue ni tête. Ils parlent aussi à un moment, petit clin d'œil à la Cogip. C'est leur société, c'est leur entreprise fictionnelle. Voilà. Fictive. Si vous connaissez Message à caractère informatif, c'est des employés de la Cogip en fait qui viennent, qui travaillent là-bas. Donc par exemple, comment il s'appelle, Gilles, JC en anglais. Il est comptable à la Cogip. Voilà des petites choses comme ça qui font qu'en fait on a le génie de Taika Waititi, Jemaine Clément, Nicolas et Bruno, enfin de plein d'autres personnes réunies dans un seul film, et je trouve ça donne un joli mélange. Beaucoup. Est-ce que tu penses qu'on peut, même si on parle pas de détournement, est-ce que tu penses qu'on parle quand même d'une relecture de l'œuvre originale avec ses doublages, tous ces petits changements, même de noms propres en général? Est-ce que c'est... C'est une bonne question. Je parlerais de réappropriation, de relecture, je sais pas. Oui, c'est une question ouverte. Je pense qu'ils prennent des libertés. Alors la VO, je l'ai pas beaucoup en tête. Je l'ai vu peu de fois en VO comparé à la VF. Je pense qu'ils prennent des libertés, c'est ce que je dis. Ils apportent leurs pattes, mais je pense pas non qu'ils veuillent. Je pense pas qu'ils veuillent refaire une autre œuvre à part entière. Ils avaient carte blanche. Ils ont écrit ce qu'ils avaient envie d'écrire, mais tout en restant fidèles, quoi. Voilà, je suis pas sûre que... Ok. Les thématiques de ce film sont assez nombreuses. Elle aborde ce genre documentaire qui effectivement me semble, moi en tout cas aussi, je pense comme toi, le meilleur genre pour produire cette histoire en fait. Oui. Ce côté, cette caméra qui s'invite auprès de ces vampires un peu zarbis, parce qu'ils ils nous font rire, etc. Par leur décalage, par leurs interactions, etc. Est-ce que toi, tu aurais pu quand même imaginer un autre genre pour ce film ? Ouh là là. Les Français veulent des réponses. Non, franchement, je me suis pas posé la question, mais je le vois pas autrement comme un faux docu, parce qu'on est. Je pense que si on le fait comme une fiction où la caméra est invisible, on se fait chier, quoi. Parce que clairement, il parle de vaisselle, il parle de il parle de la caméra aussi. Oui, voilà, il y a quand même des interviews face cam qui et ça c'est génial parce que ça rajoute des petits détails. Par exemple, t'as, comment il s'appelle, le dandy Emmerich, joué par Taika Waititi, qui explique en fait qui explique au réalisateur, enfin à l'équipe de tournage, qu'en fait il est arrivé à Limoges par amour, mais qu'en fait son esclave, parce qu'en fait les vampires ont des esclaves parce qu'ils font pas les tâches ménagères, mais en fait son esclave s'est trompé de destination et du coup il est arrivé à Limoges 3 ans plus tard et son amoureux s'était déjà marié, donc et voilà. Et ça, je pense que je pense que hors interview, hors face caméra, ça serait difficile de l'expliquer peut-être.
Qu'est-ce qu'on connaît de la production, les conditions de production de ce film? Donc c'était un court-métrage au départ. Je suis pas pour te piéger, Natacha, hein, je te promets, je pose mes petites questions. Oui, parce que moi j'en sais pas rien. Moi j'ai découvert ce film, il a dû apparaître sur Netflix à un moment où je sais pas, il est arrivé très tôt. Il était sur Netflix. Il est arrivé très tôt sur Netflix, donc c'était à l'époque. Et je suis tombé dessus, puis j'ai vu qu'il y avait Jemaine Clement dedans, que j'adore, puisque je suis un gros fan de Flight of the Concorde depuis que ça existe, et même pas mal de gens de l'assaut qui ont créé les inters, etc. On se faisait des soirées Flight of the Concorde, etc. Enfin, c'est vraiment un énorme délire. Et en plus, il y a aussi un autre acteur de Flight of the Concorde qui apparaît, celui qui joue Brett, qui joue le producteur dans la série télé. Mais il me semble qu'il est producteur aussi, non? Il fait partie soit de l'écriture, soit de la production. Mais surtout, il apparaît en tant qu'acteur, en tant que chef des loups-garous. Oui. C'est lui, quoi. Et il nous en manque un sur les 3. Et ouais, donc c'était vraiment une belle surprise. Et pour moi, c'était un coup de cœur assez immédiat. Et tous les gens à qui j'ai pu le montrer derrière étaient en mode mais c'est trop bien, etc. Quoi. Est-ce que tu sais qu'il y a une série télé qui est sortie derrière? Est-ce que tu l'as regardée? Je n'ai absolument pas regardé la série. Ok. Parce que j'ai appris il y a pas longtemps en fait qu'elle existait. Et quand j'ai regardé le casting, il me semble que le casting est complètement différent. Ah, il y a plus personne. Et quand j'ai regardé le casting, ça m'a un peu démotivée. Donc j'avoue, je me suis pas intéressée à la série. Moi, j'ai regardé 2 saisons, j'ai pas vu la 3e de mémoire. Moi, je trouve ça vachement moins bien. Je trouve que la série est vachement moins bien. Je sais qu'il y a des grands fans, par contre, qui même parfois certains préfèrent la série au film. Ça m'échappe un peu, mais pourquoi pas. Mais ça reste dans le même mood, clairement, avec des personnages un petit peu différents. Il y a un couple de vampires au milieu de tout ça. Il y a une grosse histoire auprès justement d'un des larbins qui s'avère être de nature un chasseur de vampires, etc. Et leur relation avec son maître qui est assez rigolote. C'est pas une mauvaise série. Et ils ajoutent un autre vampire qu'on n'a pas dans le film originel. C'est un vampire psychique, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se nourrit des émotions des gens en fait. C'est quelqu'un qui bosse dans une boîte et qui est genre une espèce de comptable complètement ennuyant, et en ennuyant les gens en fait il se nourrit de ça, et donc je dirais que c'est le meilleur ajout de la série. Et ça reste pas une mauvaise série, mais elle m'a fait peu rire au final. J'ai un peu insisté pour continuer à la regarder. Je préfère le film de très très loin. Ouais. Ok. Moi, du coup, j'ai pas envie de la regarder. Je crois que c'est 10 épisodes de 30 minutes par saison, donc c'est pas un truc extrêmement violent à regarder. C'est pas 24 fois 45 minutes, comme on peut se taper des fois, où c'est un peu l'enfer, quoi. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire de beau sur ce film encore? Donc toi, c'est un de tes films préférés? Ouais, à peu près. Est-ce que c'est le film qui t'a lancé dans ton intérêt pour le genre documentaire? Pas du tout. Ok. Est-ce que c'est un autre film du coup? Oui, complètement. Oh là là, les faux docus. En fait, j'ai fait une école de ciné. J'avais option ciné au bac. Et en fait, j'ai découvert le faux documentaire en terminale, quoi. Enfin, donc avec Peter Watkins, du coup. Ouais. Donc, je pense que tout le monde devrait étudier une fois dans sa vie, enfin au moins le film Punishment Park ou La Bombe, enfin bref. Voilà, c'est grâce à Peter Watkins que j'ai mis le pied dans le faux docu il y a très très longtemps. Voilà. Et est-ce que tu aurais d'autres films documentaires qui te plaisent particulièrement? Bon, je sais que c'est une question un peu piège, comme dire cite 3 livres ou trucs comme ça, c'est l'enfer. Laisse-moi réfléchir, parce que du coup à chaque fois, on peut en citer plein, mais quand on pose la question comme ça, on est vite pris au dépourvu. Il y a, en fan footage, il y a Rec, que j'aime énormément, qui est super efficace. Je l'ai pas revu depuis, mais quand je l'ai vu à l'époque, il m'avait bien fait peur. Je sais pas si c'est toi qui m'avais dit, je sais plus qui m'a dit que une personne l'avait vu au premier degré. Et je trouve ça génial qu'une personne puisse faire l'expérience d'un faux docu au premier degré, enfin puisse vraiment le vivre, voilà, comme si c'était vrai. Donc Rec, oh là là. Ouais, en plus j'ai fait de la prog à Envoûment, donc j'en ai 1000 en tête, mais moi pour meubler en attendant, je peux donner mon premier gros souvenir de faux docu. C'était outre le phone footage Cannibal Holocaust, il y avait eu, c'était plus phone footage d'ailleurs, il y avait eu le projet Blair Witch. Ah oui. J'étais jeune quand je l'ai vu, et je l'ai vu au cinéma. Il m'avait terrifié au plus haut degré. Et que j'avais trouvé ça extrêmement bon comme film. En tout cas, j'avais beaucoup aimé le genre. Est-ce qu'on a une grosse différence entre documentaire et phone footage? Le phone footage est un type de documentaire. Ok, c'est un sous-genre du coup. Voilà, on peut dire comme ça. En vrai,
documentaire, c'est un peu un fourre-tout. On peut voir tout genre de film. Là, par exemple, Vampire en toute intimité, on peut dire que c'est un docu parodique. Je sais pas trop comment le dire. Mais oui, on peut voir de tout. On peut voir du film social, on peut voir de l'horreur, on peut voir du fantastique, de la SF dans un faux docu. Voilà. Ok. Et est-ce qu'en phone footage, tu as des souvenirs? On a aussi Cloverfield en plus récent, Cloverfield, en méga produit qui t'est tombé un moment. Il y en a un. Alors, il y en a un, c'est les documents interdits. Je crois que c'est un réalisateur français en plus. Tout à fait. C'est en 89 que ça a été diffusé. C'est une série de courtes vidéos en fait. Alors comment expliquer ça? Où on est plus sur de l'ambiance, sur du bizarre. Pour prendre l'exemple, par exemple, quand on regarde la cassette dans le film, si je me mélange pas les films d'horreur, dans le film The Ring, c'est ça? On regarde une cassette dans The Ring, non? Oui, je crois, ouais. Ouais, c'est une cassette un peu. Elle fait pas forcément peur, mais elle a une ambiance tellement cringe que du coup, elle en devient effrayante. Les documents interdits, je dirais que c'est un peu ça. C'est une série de courtes vidéos. Réalisé par Jean-Teddy Philippe, et effectivement, de 89 à 2010, qui passait sur Arte notamment. Et ça, je recommande vivement pour les personnes qui veulent regarder des found footage. Voilà. Nicolas est très très fan et puis il connaît bien, je crois, Jean-Teddy Philippe de ça. On fera qu'on fasse un truc autour de ça un jour, aux Inter ou autre, quoi. Continuons un petit peu. Donc tu sors du lycée, t'es un peu fan de documentaires, etc. Et derrière ça, donc tu as fait, je sais pas si fait partie du festival On vous ment. Ouais. Qui travaille donc sur ce genre-là. Alors pas juste après le lycée. Mais... Oui, après le lycée. Ça sera un peu court, il t'aurait quel âge sinon, quoi. Bonjour. Et est-ce que toi, tu avais vocation à vouloir réaliser des choses comme ça? Monter. En tant que monteuse, puisque tu es monteuse de métier, c'est qu'on t'a pas tant présenté que ça. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu trouverais, on va dire, j'arrive pas à trouver le mot. Je vais dire, c'est pas le bon mot, mais on va dire enrichissant de travailler dessus. Sur un faux docu, j'en sais rien. Stimulant. Je cherchais le mot stimulant. Alors, je monte des documentaires. J'ai monté des documentaires pour la télé, des choses très premier degré, etc. Je pense que ce serait fun. Ce serait un bon exercice de style de monter du faux docu. Après, ce qui est... là, pour le coup, c'est pas tant le montage qui prime, je pense, dans le faux docu. C'est vraiment l'intention, la réalisation. Ouais. Enfin, c'est comment tu... Enfin, déjà, puisque la caméra fait partie intégralement de la diégèse, faudrait se dire comment je justifie ma caméra, comment j'écris les scènes d'interview, parce que c'est pas un genre feignant. C'est pas parce qu'on envoie plein de fun footage ou de faux docu aujourd'hui parce que ça a le vent en poupe que c'est un genre feignant ou facile à faire, quoi. C'est pour justifier la caméra, faut y aller, faut écrire, faut avoir des bons personnages qui puissent parler à la caméra ou que la personne derrière la caméra puisse interagir, et il faut que ce soit justifié en fait. Sinon c'est pas un faux docu. Donc est-ce que tu penses qu'il y a une écriture narrative qui est différente entre, on va dire, le documenteur et le non-documenteur? Tout à fait. Je pense, oui. Déjà, rien que en fait, dans un documentaire ou même dans un film de fiction classique, entre guillemets, on fait en sorte d'effacer la caméra, de pas montrer l'envers du décor. Là, dans un faux docu, on fait exprès de montrer l'envers du décor. On signifie, on signifie en permanence la présence de la caméra. Voilà. Par exemple, dans REC, c'est une équipe de tournage qui va faire un documentaire, une journaliste qui va faire un reportage sur les pompiers, ou je ne sais plus, j'ai plus tous les détails en tête. Oui, qui suit des pompiers qui font une intervention dans un immeuble, et puis ça part en live. Et en fait, du coup, tu as la journaliste qui est... qui doit être filmée, en fait. C'est l'info, c'est l'image qui prime. C'est l'image est une arme, quoi. C'est un peu ça. On voit complètement ça dans Punishment Park aussi, sans spoiler. Mais dans un faux docu, le but, c'est de casser le 4e mur, quoi. C'est de prendre à partie le spectateur, qui soit plus assis sur sa chaise, mais lui dire regarde, attends, tu regardes un film, mais t'es aussi complice de ce qui est en train de se passer. Et voilà.
Je sais plus où je voulais en venir. Ouais, dans Vampire on parlait de narration, oui. de différence de narration et d'écriture au final. Et dans Vampire en toute intimité aussi, t'as des petits exemples comme ça dans le film qui rappellent qu'on est en train de filmer un documentaire. Par exemple, la rencontre avec le loup-garou, avec le gang de loup-garou que j'adore. Les loups-garous qui regardent la caméra et qui disent c'est quoi ces caméras, vous tournez un clip? Je trouve ça juste super drôle. Bon là du coup la présence des caméras rend des scènes comiques, c'est pour le biais de la comédie en fait, mais voilà. On a une série extrêmement connue qui connue, même reconnue, qui est même un classique du genre maintenant, c'est The Office qui a utilisé aussi ce genre-là. Chef-d'œuvre, The Office. Ouais. Et qui joue, justement, je trouve qu'il joue extrêmement bien avec le fait que cette caméra soit présente, etc. Et souvent, parfois, les personnages la regardent ou font, surtout Jim qui fait son célèbre petit regard caméra, etc. Ou parfois un personnage qui dit vas-y suis-moi caméra, on va regarder un truc, etc. Et même à la fin de la série, sur la dernière saison, il y a encore le quatrième mur qui est encore plus cassé, puisqu'on a un des caméramans qui rentre dans l'histoire, pas de manière extrêmement subtile ou bien faite, c'est pas la meilleure story arc scénaristique du truc, mais ça existe en tout cas. Ouais, c'est très intéressant The Office. Oui, je reviens sur pourquoi le faux docu. Tu m'as posé la question tout à l'heure de si Vampire en toute intimité pouvait être un autre genre. En fait, ce que je trouve génial dans le faux docu, c'est on peut se permettre une esthétique numérique, caméra DV par exemple. Du coup, c'est The Office qui m'y a fait penser. On filme des bureaux. C'est pas sexy, c'est pas sexy du tout, et ça passe parce qu'on est dans une esthétique un peu reportage, un peu, et du coup on peut beaucoup plus se permettre de capter des détails du quotidien qui peuvent paraître tout à fait, qui semblent insignifiants dans un film de fiction. Quand on est dans un film de fiction, on va droit au but, tout est signifié. Alors que là, il suffit qu'une personne boive sa tasse de café de manière super drôle. Le faux docu, il va. Et est-ce que on pourrait pas dire, alors ça je sais qu'on a déjà discuté, qu'on s'est un peu disputé à ce sujet-là. Avatar 2. Avatar 2. Ouais, mais j'avais un invité pendant 3 heures hier soir sur Twitch, etc. On a bien évité d'en parler. On a parlé de 50 films. Enfin, il a parlé de 50 films, mais j'étais surtout en technique. Et on sait qu'Avatar 2, on va se faire une émission pour ça, mais je vais tous vous prendre. En fait, je vais faire une émission. Je suis avec vous êtes en face de moi, puis je vais faire on y va. Tous contre Jal. Ouais, c'est ça, mais je suis prêt, je vous attends. Est-ce que justement. Non, c'est que je t'avais dit ça un peu en rigolant, et puis c'était une belle discussion qu'on avait eue sur le fait que est-ce que le documentaire ne permet pas en fait que techniquement on se prenne moins la tête sur la prise d'image, etc. Oui, mais ça, oui et non, complètement. Alors, je vais faire un petit historique. Techniquement, on se prend moins la tête depuis l'arrivée du numérique en fait, et depuis le fait que financièrement tout le monde puisse s'acheter un réflexe ou un DSLR et sortir sa caméra, même son portable. Il y a des films qui sont tournés à l'iPhone. C'est que l'acte de filmer maintenant est devenu simple, et on peut filmer avec un truc qu'on a dans notre poche, quoi. Donc je pense que c'est une fausse question ce que tu me dis là, parce que la nouvelle vague l'a déjà fait en fait, s'affranchir des codes, etc. Comme je dis, c'est pas un genre feignant. Si vous regardez Vampire en toute intimité, en fait, il y a un nombre incalculable de détails et de post-prod, d'effets spéciaux qui font que, ils peuvent paraître invisibles, mais c'est ce qui fait que c'est vraisemblable, qu'on croit vraiment que ces vampires existent, ou des choses comme ça. Voilà, je pense que... Oui, donc c'est tout un jeu, c'est tout un travail qui se joue pas forcément dans la question de qualité technique, mais dans celui de faire croire que, etc. C'est plutôt dans cet entre-deux que se joue en fait la réussite d'un documentaire. Oui, je pense. J'allais être un peu méchante avec le documentaire, mais je trouve presque... du coup, pour en avoir monté et avoir vu un peu les rouages, etc., il y a des fois des documentaires qui sont beaucoup plus feignants, entre guillemets, je mets des grandes guillemets, parce qu'il y a plein de choses à prendre en compte, mais qu'un faux docu, quoi, parce que ça reste... un faux docu reste un film de fiction. Donc... Et un documentaire aussi, à ce côté... alors,
Pareil, alors je me souviens de mes vieux cours de fac, alors Dieu sait que c'est loin, mais à cette volonté forcément de retranscrire entre guillemets le réel, mais aussi le monte. Enfin, ça touche joue au montage sur un documentaire où il faut avoir du storytelling. J'ai vu quelques-uns des célèbres documentaires qui sont sortis sur Netflix. Je ne sais pas Netflix, alors c'est assez nouveau. C'était number one avant. Et Netflix, et il y avait le Fire Festival. Il y avait aussi, là, ils ont fait des trucs sur le festival de Woodstock 99. J'ai regardé un peu ce documentaire, qui sont un peu des documentaires à succès, très bien fait, hein, franchement, avec qui dénonce 2-3 trucs, etc. Mais on est quand même sur je trouve une réalisation et un montage un peu sensationnaliste. Oui. C'est des grosses prods, hein, vraiment, c'est des grosses prods de doc. Sont pas mauvais en soi, hein, vraiment, mais oui, tout se joue sur finalement au final, on va quand même tenter de faire un peu de storytelling autour du sujet, etc. Ce qui pourrait peut-être s'affranchir, même pour rester sur le documentaire, sur du striptease. L'émission de France 3, qui est vraiment de la prise de vue, que c'est des gens qui restent vraiment longtemps avec les sujets auxquels ils vont travailler pour rendre un montage qui d'ailleurs, les durées sont jamais les mêmes. On peut avoir un striptease de 5 minutes comme de 45 en fait. Pour le coup, striptease, c'est un vrai exercice de montage, quoi. C'est comment, je dis rien, mais comment montrer, quoi. Comment faire passer mon message, parce qu'en vrai, le documentaire, il y a un point de vue en permanence. C'est pas parce que on veut rendre compte du réel que on est dans un reportage. Dans un reportage, je pense qu'on a c'est ça qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Je reprends ma phrase. C'est ce qui fait la différence entre un reportage et un documentaire, c'est qu'un reportage, on va prendre plusieurs points de vue et on va pas forcément prendre parti, on va s'effacer. Enfin, quand je dis on, c'est le journaliste ou voilà. Dans un documentaire, c'est on va avoir une ligne directrice, une note d'intention, un point de vue, etc. Et du coup, le montage va être orienté complètement. Je pense c'est parce que c'est un docu que j'ai revu il y a pas longtemps. C'est Un pays qui se tient sage. On sait ce qu'il veut dire, Dufresne. On sait que quand il balance des images de violences policières, on sait qu'il soutient pas forcément les flics, quoi. Enfin, qui dénonce quelque chose et voilà. Je me souviens plus du tout ce que tu disais de ta question ni rien. Bon, j'étais parti sur striptease en fait, etc. Qui sont d'ailleurs qui ont vocation d'être plutôt des tranches de vie généralement. Complètement. C'est vrai qu'on peut dire ça comme ça. Ouais. Et est-ce que tu penses j'imagine que oui, en fait, c'est plutôt peut-être éventuellement, mais pareil, c'est sans te demander de citer trop de trucs et te prendre au dépourvu. Si tu en as vu, et qu'est-ce qui pour toi fait un mauvais documentaire? Je pense que ça se voit très vite. C'est les intentions de la personne. C'est typiquement dire oh tiens, je veux faire un faux docu, je veux faire un film, je veux faire un faux docu, ça a l'air simple. Non, partant de là. Il y a des gens comme ça. Partant de là, t'es sûr que tu vas faire un mauvais film, mais ça s'applique à tout en final. Oui, c'est pas que le faux docu, ça s'applique à tous les films, ça s'applique à toute prod, à toute production en réalité. Si tu te dis que ça va être simple et qu'en fait tu fais paf paf, ça rend un truc mauve. Eh bien écoute, tu as choisi une petite musique qu'on a mis émission, etc. Il s'agit de c'est Norma Tanega, You're Dead. Oui. C'est la musique du générique en fait. Ça. C'est la musique du générique de début. Qu'ils ont repris du coup pour la série aussi, c'est la même. Ok, d'accord. Donc je mets ça de ce pas, si tout fonctionne bien. Si tout a bien fonctionné, mais ça va fonctionner. Don't sing if you want to live long. They have no use for your song. You're dead, you're dead, you're dead, you're dead and out of this world. You'll never get a second chance. Plan all your moves in advance. Stay dead, stay dead, stay dead, stay dead and out of this world. Run fast, don't stand in the sun. There's too much work to be done. You're down, you're down, you're down, you're down and out of this world.
sound of their pain. Long gone, long gone, long gone, long gone and out of this world. When you smile and it tears your face, it's time for the inhuman race. You're down, you're down, you're down, you're down and out of this world. Now your hope and compassion is gone. You've sold out your dream to the world. Stay dead, stay dead, stay dead. You're dead and out of this world. Vous êtes toujours sur Radio Canus 102.2, la plus rebelle des radios, pour le 78e congrès de futurologie, émission de science-fiction proposée par l'équipe de programmation du festival Les Intergalactiques. Et je suis en compagnie de Natacha Kao, avec qui nous parlons du film What We Do in the Shadow et le genre documentaire en général, puis le documentaire, puis le cinéma, et puis, voilà. Puis le monde et les arts, la vie, tout ça. On est là-dessus actuellement. Donc, si j'avais posé ma dernière question sur les qu'est-ce qui fait un bon documentaire, qu'est-ce qui fait un mauvais documentaire. Alors, tu vois, le documentaire il filme, tu vois, mais il filme. Le mauvais documentaire, tu vois, il filme, mais il filme quoi. Ah, la vieille blague des inconnus quoi. On peut vraiment la mettre un petit peu partout. Donc sur What to Do the Shadow, c'est vrai qu'on est passé un petit peu rapidement sur le côté VF en disant donc c'était c'est Bruno et Nicolas et Bruno, j'ai oublié le premier prénom. Ouais. Mais on a d'autres grands noms du coup qui participent à cette VF. Dis-nous en plus. Il y a Natacha. Un petit casting. Donc Nicolas et Bruno qui font plusieurs voix. Il y a aussi Alexandre Astier qui joue Vladislav ou Geoffroy, voilà. Geoffroy en français. Astier dedans. Fred Testo, Bruno Salomon, voilà une petite équipe de gens qui font bien de la comment on dit. Du doublage. Qui sont comédiens de doublage. Voilà. Est-ce que tu as vu je sais plus qui l'a fait, je crois que c'est Mr. Fox. Oui, c'est Mr. Fox qui a fait une vidéo YouTube sur les doubleurs et qui veulent qu'on les appelle comédiens de doublage et qui a fait un gros travail là-dessus. C'est une super bonne vidéo. Alors, elle est assez récente. De toute façon, de manière générale, il parle du doublage, oui, Mr. Fox. Donc... Mais là, il parlait vraiment du métier, etc. Et que les doubleurs... C'est sa dernière vidéo, non ? Ouais, je crois que c'est sa dernière, elle est sortie il y a quelques semaines. Je l'ai pas vu, sa dernière vidéo, mais il me semble qu'il en parlait avant aussi. Enfin, qu'il montrait un peu l'envers du décor de comment on double... Oui. Ouais, non, super intéressant. Ouais. Mais voilà. À voir. Donc, petit conseil à l'antenne de Radio Canus. Donc on parlait de cette VF, donc mais effectivement il y a du beau monde qui est derrière le micro, on va dire. Est-ce qu'on reconnaît un peu par exemple Alexandre Astier, pour le premier qui me vient en tête. Est-ce qu'on reconnaît un peu le style Astier derrière le jeu qu'il met derrière son personnage? Pour moi pas du tout. Ok. Moi si on me l'avait pas dit, j'aurais mis encore des années à pas savoir que c'était Alexandre Astier. Okay. Mais j'ai discuté avec des amis qui m'ont dit mais si, ça s'entend vachement. Enfin donc je sais pas si c'est moi qui ai complètement un biais ou si c'est pas Astier qui joue le roi Arthur quoi. Non. Okay. Ouais. Après on reconnaît sa voix mais on reconnaît pas forcément sa patte vu que l'écriture c'est Nicolas et Bruno quand même. Ouais. Là on reconnaît l'écriture de Nicolas et Bruno mais pas d'Alexandre Astier. Il prête juste sa voix. Ok. Voilà. Et c'est qu'on a écouté le générique. Est-ce que tu as des petites choses à dire sur ce très beau générique dont nous avons écouté il y a 2 minutes la musique? Générique d'ouverture. Déjà la chanson je la trouve géniale, elle est super entraînante. Et du coup pendant tout le générique d'ouverture, donc c'est la chanson et en fait c'est un enchaînement de photos, d'images d'archives, on peut dire ça comme ça, d'images d'archives de ces 3-4 vieux vampires en fait qui traversent les âges et en fait on se rend compte qu'ils ont plein de vies, plein de styles différents suivant les époques, qu'ils aiment bien faire la fête. Oui parce que c'est ça aussi, la base c'est le bal de la mort ils sont invités au bal de la mort qui va avoir lieu dans pas longtemps, dans 1 ou 2 mois je sais plus, et qui a lieu tous les 13 ans et donc voilà, ils sont invités au bal de la mort et il va se passer plein de choses à ce moment-là. Il va se passer plein de choses et du coup voilà, ce générique de début c'est un enchaînement de eux à travers les âges avec tout plein d'époques différentes et c'est en ça que je trouve
je disais tout à l'heure, il y a plein d'effets spéciaux, etc. Bah là, on peut complètement le voir dans ce générique. C'est-à-dire qu'il doit y avoir, je sais pas combien de photos doit y avoir ou de peintures, etc. Mais c'est un mélange de vraies peintures, de vraies images d'archives et de montage photo avec leur gueule, quoi, avec la gueule des acteurs dedans. Voilà. Donc je trouve ça. C'est pour la petite anecdote. C'est pas dans le générique, mais je pense que c'est au début du film. Il y a Deacon, comment il s'appelle en français ? Miguel. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était un vampire nazi. et en fait, il aidait Hitler à monter une armée de SS vampires. Et donc, c'est des vraies images d'archives. On voit Hitler, mais on voit Deacon incrusté dans ces images d'archives en train de réveiller tout plein de monde, enfin, en train de transformer tout plein de monde en vampire, quoi. Voilà. C'est un bon exemple de détournement d'images. Là, c'est un bon générique dans le sens aussi où ça nous permet d'introduire un petit peu les personnages et leurs origines. Si on s'arrête un petit peu sur les différents tableaux qui apparaissent, il y a tout un tas d'histoires qui sont mises en place et aussi différentes vagues de périodes, puisqu'en fait on voit des tableaux très anciens, comme on voit des photos qui sont prises au Pola ou avec des trucs des années 80, les vieux appareils jetables des années 80, etc. Ouais. Donc il y a eu un gros travail, forcément il y a eu du travail derrière ce film, on s'en doute bien, mais il y a eu une vraie intention de faire un gros travail sur le côté image et photographie des personnages. Je pense que si on y croit autant dans ce film, c'est parce que tous les personnages ont un gros background, quoi. Enfin, faut quand même mettre à l'image des gens qui ont vécu entre 300 et 8000 ans, quoi. Donc ils ont un certain passé et puis. C'est tout ce qu'on voit en fait dans ce générique. On a 2 minutes où on voit qu'ils ont vécu, quoi. Ouais. Et c'est aussi simple que un montage photo. Enfin, voilà, simple entre guillemets. Voilà. Il y a autre chose qui est plutôt assez bien rendu parce que c'est forcément. J'imagine qu'en écrivant en écrivant ce film, il y avait aussi le côté, forcément, on va traiter de la culture vampirique, et donc forcément, on sait bien que les vampires sont représentés avec tout un tas de pouvoirs très différents. Ils ont peur de l'ail, pas peur de l'ail, l'argent, ça leur fait un truc, ça leur fait quelque chose, le soleil, enfin bref, tout bouge selon les représentations qu'on décide de mettre en place. Et donc, ce film parodie beaucoup aussi donc ces différents pouvoirs et s'en amuse forcément. Complètement. Il y a le pouvoir d'hypnose qui marche à moitié, des trucs comme ça. Oui, ils utilisent un peu l'hypnose n'importe comment. Enfin, il y a une scène de repas à un moment où ils font manger des humains, enfin des êtres vivants, des vivants, chez eux. Et puis il leur sert un plat de spaghettis. Et t'as Miguel. Deacon en anglais qui hypnotise le mec qui mange les spaghettis et qui dit c'est bon les verres que tu manges, etc. Et le mec a une alu et voilà. Il y a aussi ce que j'aime bien dans ce film, c'est aussi il se moque énormément des clichés du vampire. Il y a un running gag sur les vierges. Oui. Il faut que les gens qui sucent soient absolument vierges. Et c'est assez rare du coup qu'ils aient des victimes vierges. Et à un moment, du coup, t'as une interview d'Icon qui dit ouais, mais nous on trouve ça juste super cool de sucer des vierges. Ou sinon t'as, comment il s'appelle, Vladislav Geoffroy en français, qui fait une métaphore de merde, qui dit tu vois, les vierges c'est comme un sandwich, c'est bien de s'assurer que personne n'ait mis sa bite avant. Voilà, enfin bref. Et t'as regardé la série Flight of the Conchords ou pas? Non, j'ai vu que des extraits. J'ai vu que des petits extraits. Ouais. C'est effectivement quand on apprécie Jaimen Clément dans ses œuvres, puisqu'il est effectivement acteur, il a fait cette série, et aussi forcément chanteur, parce que c'est la base de. Il chante très bien. Ouais. Et ses chansons sont très drôles, et je sais plus s'ils font encore, ils doivent tourner encore un petit peu Flight of the Conchords, j'imagine, quoi. En tout cas, j'aime bien cet humour. Enfin, est-ce Natacha Cairo, est-ce qu'il y a un humour néo-zélandais? La question PLV, j'en sais rien. Non. Je suis pas du tout la pro. Tu peux m'envoyer chier sur cette question, je m'ai perdu. Comment le savoir, en vrai. Je connais que ces deux personnes, malheureusement. Ah non, il y a Peter Jackson. Oui, c'est vrai, sur les. Mais il joue pas trop. Oh, si, quoique. Si, dans Bad Taste, dans Branded, dans The Feebles, etc. Un peu irrévérencieux. Ouais. Je pense qu'il est un peu l'héritier d'un humour anglais, en fait. Vraiment, cet humour un peu british, avec forcément des variations.
Mais voilà, j'en sais rien moi-même. C'est pas une question très intéressante et je pense que voilà, on en sait un peu rien, mais je dirais ça là comme ça. What We Do with the Shadow, donc on sait qu'il y a une série qui est derrière. Sur la carrière de Taiki Waititi, donc toi t'as pas trop suivi le de Marvel qu'il a fait, si j'ai pas de mémoire, mais il a fait donc aussi Jojo Bizarre Adventure. Qu'est-ce que t'en as pensé? J'ai pas vu. Ah oh merde. Bon, moi je l'ai vu, j'ai trouvé ça sympatoche, mais je m'en foutais un peu en vrai. C'est pas Jojo Rabbit? Oui, merde, je trouve Jojo Bizarre Adventure. Jojo Rabbit. Je sais pas pourquoi je suis parti en direction de ce film. Parce que ça commence par Jojo et mon cerveau a suivi sans réfléchir. D'accord. Oui, ils n'ont rien à voir en fait, effectivement. C'est pas l'œuvre japonaise d'animation. Non. What the fuck, quoi, effectivement. Ok. Est-ce qu'il y a une chose que tu souhaiterais encore un peu parler, Natacha, pour nos dernières minutes d'émission? Je réfléchis. Non, on a plein de copains derrière nous. Je pense que non, à part. Je sais pas, peut-être parler encore de Nicolas et Bruno, mais ce serait faire du name dropping encore. Enfin, c'est. Bon, si tu veux, Nat. C'était juste pour dire qu'ils ont. Enfin, pour étoffer un petit peu plus leur carrière, je sais pas comment dire. C'est eux qui sont à l'origine de l'adaptation française de The Office. Ah oui? Le Bureau. Ah oui, ça existait, ça, c'est vrai. Oui, ça existait. Alors, il y a eu qu'une saison, c'était un flop total, et je l'ai pas vu. Apparemment, c'est pas très bien. Ouais, j'ai pas l'impression que c'est ouf. Apparemment, c'est pas très bien. Après, ils ont, il me semble, je pense, si je dis pas de bêtises, qu'ils ont co-scénarisé 99 francs, le film. Ah oui? Réalisé par Yann Kounen. Ok. Voilà, je trouve ça intéressant de le dire parce que on pense à Yann Kounen, on pense à Beck BD, mais on pense adaptation pas du bouquin de Beck BD. Voilà. Et d'ailleurs, qui est sorti, il a un nouveau titre maintenant, il s'appelle 5,90€, je crois, un truc comme ça. Ok. Je sais plus, mais arrivé à l'Euro, ils ont changé, ils ont joué le jeu et changé le nom. Bon bref, petite anecdote. Et puis récemment, moi je sais que je les ai vus, je sais plus si c'était en 2020, 2021, je confonds les dates. Ils ont proposé une relecture de Zai 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 de Fab Caro, la fameuse BD. Je trouve que leurs univers se mixent très très bien. Et c'est une relecture en fait qu'ils ont faite dans des petites pièces de théâtre, quoi. Ils sont passés à Lyon et ils avaient tout un donc il y avait les BD qui étaient projetés, enfin la BD qui était projetée, et ils avaient tout un bureau de bruitage old school avec un petit pianiste qui les accompagnait. Ah, trop bien. Donc ils faisaient toutes les voix. Ils ont aussi écrit une page entière où le personnage principal de cette BD-là se retrouve paumé à la Cogip. Petite exclusivité. Et voilà. Ok. Pour dire un petit peu plus sur Nicolas et Bruno. Ok, moi que j'ai jamais trop suivi derrière ça, effectivement, je connais qu'ils ont sorti les messages à caractère informatif, des choses comme ça, mais j'ai pas trop suivi. Est-ce qu'on a d'autres équivalents en France ou même, ça je pense qu'on n'en sait rien l'un comme l'autre, à l'étranger de ce type de personnages qui vont s'amuser à travailler là-dessus? Bon, il y a Azanavicius, j'ai réussi à le dire. Azanavicius. Non, j'ai pas réussi, j'y arriverai jamais de toute façon. Je n'y arriverai jamais, faut abandonner, c'est moi les noms propres. Voilà, je les mange plus que je les communique. Après, je pense que ça se joue beaucoup sur Internet de nos jours en vrai. Je veux dire, les détournements, les choses comme ça, etc. Et surtout, forcément, vu qu'il y a moins de télé, moins de production autour de tout ça, c'est plutôt là-bas qu'il faut aller fouiller généralement, quoi. Oui, parce que, ne serait-ce le grand détournement, la classe américaine, il est, pour des questions de droit, il n'est jamais sorti au cinéma. Il a tout le temps tourné sous les manteaux à l'époque ou sur Internet. Enfin, il est devenu culte grâce à Internet et grâce aux cinéphiles, en fait, qui se faisaient tourner. Mais... Oui, c'était une commande de Canal aussi, enfin de la Warner. Avant le grand détournement ? Ouais, c'est passé sur Canal+. D'accord. C'était pour les 40 ans de la Warner. Alors je crois que c'est vraiment cette boîte-là. La Warner avait demandé à ce qu'ils produisent un truc, genre peut-être mais presque un truc un peu sérieux, je crois de mémoire. Et Azanavicius, Azna, j'en sais rien, putain. Avait rendu donc ce truc-là, en fait, cet objet qui a été diffusé, qui avait été grave, été adoré.
Et mais par contre, effectivement, les droits de la Warner étaient pas possibles hors de cette diffusion. Et donc, ils avaient les droits sur cette diffusion. On dit, ok, Warner, passez nos bouts de film, il n'y a aucun souci. Oui. Par contre, vous le commercialiserez jamais et ce truc-là ne doit pas sortir de ce moment de diffusion. Après, heureusement, il y avait des magnétoscopes à l'époque, etc., qui sont chargés du boulot, quoi. Mais c'est vraiment une œuvre qui était censée vraiment être un pur one-shot, quoi. Oui. Ouais. Et en fait, il dure. Et il y a un livre, c'est le scénario écrit de la classe américaine avec tout plein de milliards d'anecdotes. Je vous conseille de l'acheter, il est trop bien. Ouais, il est chouette. Et puis ce qui est rigolo, c'est que les fans, enfin au fil des ans, et même des décennies maintenant, l'ont remasterisé, ont récupéré les images un peu en HD, Blu-ray, etc. Des films pour refaire des remasters, etc. qui sont vraiment faits au fil du temps. Il y a 15 ans, c'était au format DVD, donc je sais pas eu DVD, mais non, on est passé au format Blu-ray, etc. Et donc il y a vraiment une pérennité qui s'est fait au fil du temps. Et je pense une tolérance de la Warner par rapport à ça, tant que je pense que les gens gagnent pas de thunes avec ou abusent. Enfin, le bouquin, c'est pas grave, c'est que des des écrits, c'est juste les dialogues, etc. Donc c'est pas très méchant. Mais oui, je pense qu'il y a une tolérance. Enfin, la Warner, au début des années 2000, la Qatar, elle a fait bon, laisse tomber, on va laisser ce truc là se balader. Et contrairement à Message à caractère pornographique, donc à la recherche de l'ultrasex de Nicolas et Bruno, il me semble que par contre eux ils avaient une banque de films porno qu'ils ont acheté. Enfin, ils ont acheté un lot de films porno et c'est beaucoup moins cher que les films qu'on voit dans qu'un film d'Orson Welles par exemple. De ouf. Mais donc voilà, eux pour le coup, enfin il y a un DVD qui existe, il y a même un flimvre qui existe. Ah oui. Donc le DVD et le livre dans un package, ça fait une jolie petite œuvre. Voilà, donc pour le coup, Message à caractère pornographique, on peut le trouver assez facilement. D'ailleurs, la classe américaine, juste, tu peux le télécharger. Oui, ça il est dispo de partout. Oui. Justement, les fans sont assez contents de le mettre à disposition dans les qualités sur lesquelles ils ont travaillé. Donc, c'est vraiment un truc qui se diffuse un peu à l'ancienne ère d'Internet. Sur ses premiers balbutiements, on disait « Ah, c'est le partage mondial de savoir, etc. » Bon, on a vu ce que ça a donné. Ça se passe pas très bien concrètement. Donc ouais, ça garde ce côté, cet objet qui se balade encore comme en son temps aussi le Star Wars Holiday Special, qui est une espèce d'horreur produite post la guerre des étoiles et qui et George Lucas avait tenté à la fin des années 90, début 2000, quand Internet commençait à partager son truc que tout le monde avait oublié ou qui travaillait sur 3 VHS, avait tenté d'enlever d'Internet. Ce qui est extrêmement naïf. C'est sur Internet, je vais tout faire pour que ça n'existe pas. Oui, bienvenue sur Internet, c'est mort. Enfin, une fois que c'est diffusé, c'est dessus. Il y a forcément un gars ou une fille qui va récupérer ça et mettre ça quelque part. C'est fini. Mais c'était mignon. Il y avait un côté très naïf de George Lucas par rapport à ça, quoi. Eh ben, écoute, Natacha. Oui. On va se dire un petit au revoir et laisser place à l'émission suivante. Pas de souci. Et est-ce que tu as une actu, toi, perso, qui s'approche dans les... Une actu Bon, je sais pas, qu'est-ce que tu fais? Je suis intermittente. Tu vas pas rentrer. Tu cherches du travail, donc? Je cherche du travail. On peut passer ça sur ton CV, si tu veux. Oui, parce que tu es monteuse de métier, donc. C'est ça. C'est ça, donc à ton compte actuellement, et tu te... voilà. Si jamais Natacha Caro, très bonne monteuse, vous pouvez contacter les Intergalactiques pour demander un CV. Nous transmettrons son nouveau site internet, etc. Non, tu fais partie de l'aventure des internes, Envoûment, de Boscop, enfin de notre cosmogonie culturelle, rigolo, sérieux. J'ai une tout vie ça, associative plus remplie que ma vie d'intermittente en ce moment. Eh ben écoute, on te souhaite le meilleur. Merci d'avoir été là cet après-midi, pardon. Eh ben écoutez, merci à toutes et à tous. Je ne sais pas tout ce que je fais la semaine prochaine, comme d'habitude, là je navigue un peu à vue en ce moment. Mais nous nous retrouverons donc sur l'antenne de Radio Canu jeudi prochain de 17h à 18h en podcast le surlendemain. Et vous étiez sur le 78e congrès de futurologie, émission de science-fiction proposée par l'équipe de programmation du festival Les Intergalactiques. Bonne soirée à tous. Let's take a photo of a goat in a boat, and then we can float in the moat and be freaky. Let's take my body and we'll cover it with honey. Stick some money to the honey. Now I'm covered in money, honey. I go outside onto the ledge and push my ass against the glass. You can act like you
I take a cup and then I put it on my head, and I just stand there being freaky with the cup on my head. I told you I was freaky. I told you I was freaky, baby. You didn't believe me. Don't look at me. I told you I was freaky. Look at me. Girl, let's get freaky. Let's make two life-size cardboard cutouts of our bodies and then pose them into sensual positions. I'll paint the wallpaper pattern onto your naked skin. Stand against the wallpaper and get up like chameleons. I flip some clips on my lips. I clip some chips to your hips. I nibble chips off your hips and watch the moon eclipse. I'll go outside and get some leaves and pretend to be a tree. You can be a squirrel and store my nuts for me. I told you I was freaky. He told you he was freaky, baby. You didn't believe me. Take that off. I told you I was freaky. Put this on. Girl, I do this shit weekly. I wanna fly so high in the sky and see what our love brings. Let's steal my roommate's pillow feathers and make some homemade wings. Gonna fly so high on makeshift pillow wings. Girl, could you believe we're flying on homemade pillow wings? Here I am, all dressed in snakeskin. Now I'm in your kitchen making love to your cake tin. Oh no, is this the one you're baking? I told you I was freaky, did you think I was faking? At 8 p.m. I sell my underpants on eBay. At 9:30 I hold a seance in your hallway. At 10 o'clock I ask some ghosts for a three-way. Yes, it's creepy, I told you I was freaky. Les gars, je sens qu'il y a des loups-garous là. Et toi, le caméraman, recule parce que ça risque de chauffer. Recule. Pas de provocation, hein, les gars. Bonsoir. Attention, ils sont bourrés de puces. Qu'est-ce que t'as dit là? Pardon? Allez, on s'arrête pas, les gars. On continue de marcher. Qu'est-ce que t'as dit? Non, c'est toi qui dis un truc. Vous filmez quoi? Vous faites un clip? C'est bon, les loups, on veut pas de problème. Ah ouais, pardon. Pardon, vous avez peut-être interrompu. Quoi? Vous étiez peut-être en train de vous renifler le cul, hein? Alors là, je t'arrête. On se renifle le cul uniquement quand on se connaît pas pour vérifier l'odeur de l'anus de l'autre. C'est tout. Daniel, arrête, on est filmé. T'es con. Ah bon? Ah, il paraît qu'en fait, les vampires, c'est des pédères foulés. Eh oh, on a dit pas d'insultes, les gars. Désolé, je On me est suis des emporté. loups-garous. Et pas des On est loupards. quoi? On est des loups-garous, pas des loupards. Si, je suis Vous désolé. vous comportez exactement comme de véritables Pas loupards. exagéré. On a dit Attendez. qu'on arrêtait d'insulter les gens. Attends, Tu nous as insultés, mec. Tiens, va chercher la baballe. Non, n'y va pas, y a pas de balle. C'est un piège. Attends, je suis désolé, c'est eux qui nous insultent là. Ouais. Ah, mais t'es malade, ça fait super Ok, mal. on s'énerve pas, on se calme, sinon ça va finir en carnage. C'est ça que vous voulez? Et voilà, évidemment. Et voilà. Calmez-vous, les gars. On se calme. Respire. Ça va aller, ça va aller. Tu redeviens humain, tu redeviens humain, tu redeviens humain, tu C'est pas la pleine lune, c'est bon.